Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Nicolas Bredeau, programmateur cinéma, érudit de science-fiction et membre de l'association Hypermonde, parle de science-fiction et de cinéma. Il évoque Star Wars, Dune, 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, mais aussi la conquête de l'espace, la miniaturisation, l'immortalité, les voyages dans le temps ou encore les intelligences artificielles. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Le liseur d'élite. Sa vue ne tremble jamais. Il peut distinguer une consonne d'une voyelle à 3 km. Tu vois ce cul au loin ? Non, monsieur Josh. C'est dommage. Sa diction est d'une précision inégalée. Quand est-ce que vous passez chez Josh ? Enfin, chez moi. Demain, monsieur Josh. Le liseur d'élite. Vous allez trembler comme une feuille, exclusivement au cinéma. Et aussi sur toutes les plateformes de streaming, à la télévision, à la radio, en podcast, dans tous les bons journaux, en livre audio ou en livre pop-up. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Nicolas Bredeau, vous êtes programmateur cinéma, érudit de science-fiction et membre de l'association Hypermonde. D'où vous vient cette passion pour la science-fiction et plus globalement, c'est quoi la science-fiction ? Ça, c'est la question piège à chaque fois. Pour distinguer la science-fiction du fantastique, on va dire que la science-fiction va s'appuyer sur des technologies qui paraissent plausibles, qui, à l'époque où elles sont exposées, peuvent paraître fantaisistes, mais qui, dans un futur proche, peuvent s'avérer. C'est là la différence, en fait, avec le fantastique. Moi, la science-fiction, j'y suis tombé gamin, surtout par l'intermédiaire, en fait, de tout ce qui était relatif à l'espace. Ça a toujours été des choses qui m'ont fait rêver, et j'ai découvert les auteurs pionniers dans ce genre-là. Je lis en fait pour me plonger dans un imaginaire. C'est vrai que je suis pas forcément trop terre à terre, on va dire, dans mes lectures. Donc la science-fiction me correspond plutôt bien. Donc c'est via la lecture que la passion vous est venue ? Essentiellement, ouais. Pouvez-vous nous présenter l'association Hypermonde dont vous faites partie ? Ouais, donc c'est un collectif qui réunit pas mal d'universitaires, de chercheurs, d'artistes, d'écrivains également, qui se sont réunis en association. Le premier festival Hypermonde a eu lieu il y a 3 ans. Là, on va faire la 4e édition au mois de septembre 2024. Chaque année, il y a une thématique en particulier qui est abordée, donc de façon chronologique. La première année, c'était les robots, ensuite les utopies. L'an dernier, on était sur la thématique des monstres et cette année on a comme thème planète au pluriel, c'est important, la petite précision. Et voilà, c'est pendant 2 jours accessible et ouvert au public, des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des tables rondes, des conférences, toutes sortes d'animations. Voilà, l'an dernier, on a eu notre premier concert, un concert de Térémine dans l'église de Mérignac. Il y a également des programmations cinéma au cinéma de Mérignac. Voilà, ça prend bien. On a même une fréquentation qui est exponentielle en termes de chiffres, donc c'est plutôt chouette. Et après on fait des opérations ponctuelles. On a un cycle à Utopia à Bordeaux qui s'appelle Les Futurs Antérieurs, où on diffuse des films de patrimoine, de science-fiction, qui sont le plus souvent accompagnés d'intervenants. Et donc l'association Hypermonde depuis l'an dernier est liée au Mycéliade, donc on accueille également ici à Saint-Médard-en-Val. Et donc justement, les Mycéliades, c'est quoi ? Alors les Mycéliades, donc un festival de science-fiction qui a été créé à l'initiative de l'ADRC. L'ADRC, c'est l'Agence pour le développement régional du cinéma. C'est une association qui permet au cinéma de proximité de profiter, d'avoir un accès aux films, la plupart du temps des films à réessai, plus tôt que ce que le distributeur peut se permettre de faire. Donc assez souvent, en fait, ils permettent à des petits distributeurs d'émettre plus de copies pour pouvoir avoir les films un petit peu plus tôt. Ils ont déjà pas mal de petites opérations. Je pense à Play It Again, que le cinéma L'Étoile accueille également, qui est un festival de reprises de films de patrimoine. Et donc ils se sont lancés l'an dernier dans cette aventure des Mycéliades autour de la science-fiction. L'an dernier, la thématique c'était sur l'espace, cette année sur les voyages infinis. Ça prend bien et on a bon espoir d'accueillir ce festival encore de longues années ici à Saint-Médard. Nous aussi. Et vous intervenez dans le cadre de ce festival. Vous, précisément, votre intervention, c'est sur quel film ?
Alors moi je suis intervenu hier sur l'aventure intérieure de Joe Dante, où j'ai fait une petite présentation de la miniaturisation au cinéma, on va dire, du rapetissement, du rétrécissement, il y a plein de petits termes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans l'histoire du cinéma de Méliès à nos jours. Où j'ai pu aussi un petit peu expliquer les techniques d'effets spéciaux, parce que forcément la science-fiction nécessite quand même un travail sur l'image qui est assez conséquent et qui a permis au cinéma d'évoluer, de se développer justement sur ces thématiques-là et avec ces techniques. Et là aujourd'hui, on présente Jurassic Park, toujours dans cette thématique des voyages infinis, qui est une thématique assez large. Donc hier, l'aventure intérieure, on était vraiment dans le voyage au sein du corps humain. Et là, Jurassic Park, on peut éventuellement le voir comme un voyage dans le temps, c'est-à-dire que ces scientifiques triés sur le volet pour découvrir en avant-première ce parc d'attractions, au final, on les fait partir 65 millions d'années en arrière. Voilà, il n'y a pas de DeLorean, mais c'est un petit peu le même système quand ils passent le portail. Et on trouvait ça intéressant, de présenter ce film-là qui est certes très identifié, mais qui est toujours agréable à voir. Surtout dans une copie restaurée numérique sur un bel écran, et on a la chance d'avoir un enseignant-chercheur au CNRS, spécialiste en paléontologie, Laurent Londex, qui va venir nous parler un petit peu de son travail, alors qu'il saura très bien expliquer mieux que moi, mais en fait on va dire de façon un petit peu succincte et résumée, il travaille sur les environnements dans lesquels évoluent les dinosaures, et plus particulièrement à la période du Crétacé. Vous êtes également programmateur cinéma. Quels sont selon vous, plus largement, les meilleurs films de science-fiction et pourquoi ? D'accord, vous avez 8 heures devant vous ou... Disons vraiment ceux que vous citez. Moi, celui qui m'a vraiment marqué gamin et qui m'a fait définitivement basculer dans ce genre-là, c'est 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick. C'est un film somme, c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois, c'est un film pour lequel j'ai jamais exactement la même théorie, la même compréhension des choses. C'était un film longtemps interdit pour moi. Il y a eu une époque en fait où c'était le film qui passait, il y avait un marronnier en fait, c'est le film qui passait chaque année dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à minuit et quelques sur France 3. Je sais pas pourquoi, le gars qui devait programmer à l'époque cette chaîne, et d'ailleurs c'était FR3 à l'époque, devait adorer ce film et gamin, je sais pas, je devais avoir 7 ou 8 ans, le réveillon bat son plein dans la pièce à côté, je m'ennuie un peu, je me mets devant la télé, je vois le début de ce film, je vois ces singes qui se battent, machin, complètement hypnotisé, et ma mère arrive dans la pièce, voit ça, se dit oh non c'est un film violent, il n'a pas l'âge, et coupe la télé. Et énorme frustration pour ma part, parce que ce film-là, j'en vois juste 10 minutes et j'ai envie de le découvrir plus avant, et donc je tente d'une année sur l'autre d'essayer de le voir, et à chaque fois je me fais gauler. Et en fait j'ai dû attendre de 12-13 ans pour le voir pour la première fois d'un trait, et oui ça a été un énorme choc. Il n'y a rien de mieux que de contempler un film pendant 2h30 et d'avoir ce sentiment d'être totalement perdu, mais d'arriver à capter quelques informations et puis d'être à nouveau perdu et de ne pas forcément comprendre et d'avoir envie d'y retourner. Et c'est ça, je pense, qui a nourri ma curiosité pour le genre. Et pourquoi il est beaucoup mieux que tous les autres ? Il est beaucoup mieux que tous les autres parce qu'à part certains détails qui permettent aujourd'hui de le dater, au final, ça pourrait se passer à n'importe quelle époque. Et justement, il traite de toutes les époques, il traite d'énormément de choses. On a des relents de guerre froide dans le film, et on sait que la guerre froide a été une des raisons d'être de beaucoup de films des années 50 qui ont marqué l'histoire de la science-fiction, que ce soit la chose de notre monde, que ce soit le jour où la Terre s'arrêta, que ce soit même la guerre des mondes. Quand on a exhumé toutes ces histoires d'invasion extraterrestre, c'était surtout la peur du conflit, la peur des soviétiques. 2001 interroge aussi la question de l'intelligence artificielle avec HAL 9000 qui pète complètement un câble et qui essaie de tuer les humains, mais quelque part c'est l'homme qui a inséré ce virus en lui, ce doute. Enfin, c'est vraiment un film somme. La musique est juste fantastique. Je peux plus écouter Richard Strauss sans penser à 2001. Ouais, pour moi, c'est vraiment le film qui a fait la somme de tout ce qui était arrivé avant lui, qui était ultra avant-gardiste et qui aujourd'hui encore n'est absolument pas dépassé. Et je vous entendais parler tout à l'heure avec un de vos collègues où vous disiez, ou c'est plutôt lui qui vous disait, que Kubrick avait pioché aussi beaucoup chez les autres. Oui. Vous avez quelques exemples à nous donner ? Mais on se faisait la réflexion justement hier, après la projection de l'aventure intérieure, on a passé quelques images du Voyage fantastique de Richard Fleischer qui est sorti en 1966, film dans lequel on miniaturise
des scientifiques pour rentrer dans le corps d'un espion, pas vraiment un espion, c'est on va dire aussi un savant qui a cherché à passer le rideau de fer, qui a travaillé sur la miniaturisation et qui a surtout trouvé le moyen de la rendre durable dans le temps. On va dire dans le film, le postulat de base, c'est que la miniaturisation ne dure qu'1 heure et donc au bout d'1 heure, vous reprenez votre forme normale. Donc c'est vrai que si on vous injecte dans le corps d'un autre être humain et qu'au bout d'1 heure, vous reprenez il y a du dégât, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a tout un passage en fait au tout début où les scientifiques rentrent dans le corps donc de ce savant dans une veine, donc ils contemplent les globules rouges. Et il y a quelque chose de très psychédélique, il y a une musique un peu atonale qui accompagne la séquence et ça fait un peu penser au trip final de 2001. Mais voilà, encore une fois, 2001 a tellement marqué les esprits qu'on voit du 2001 partout. Ça, j'avoue, et j'en suis le premier responsable. On va changer de film. Comment expliquez-vous le succès de la saga Star Wars ? Mais là aussi, quelque part, on a affaire à une œuvre somme. C'est vrai qu'on a souvent voulu minimiser le génie de George Lucas. Moi, je suis né en 81, donc les Star Wars, je les ai pas découverts en salle, je les ai découverts d'abord à la télé. J'ai fait partie de ceux qui ont pu voir la ressortie des premiers épisodes en 97 avec l'édition spéciale. Et déjà, à cette époque-là, il commençait à altérer un petit peu son œuvre, à refaire quelques effets spéciaux, il n'était pas vraiment content. Et puis on fait des changements aussi qui vont un petit peu trahir les personnages. Enfin, je pense qu'on va pas relancer le débat là parce qu'on en a pour 8 heures aussi. Mais est-ce qu'un personnage comme Han Solo peut tirer de sang-froid sur un ennemi ou est-ce qu'il faut qu'il le fasse en état de légitime défense? Il a commencé à se poser beaucoup de questions. Sont arrivés les épisodes 1, 2, 3 qui ont beaucoup divisé les fans aussi. Et assez vite, en fait, on s'est un peu retourné contre Lucas. Alors que bon, on lui doit quand même d'avoir créé un univers incroyable qui aujourd'hui est vraiment devenu quelque chose d'assez, j'allais dire mythique, mais même une empreinte un peu mythologique. Lui aussi a beaucoup digéré les influences des pulps qu'il pouvait y avoir dans les années 30, 40. Il s'est beaucoup reposé là-dessus. Voilà, il a apporté sa patte. Il a trouvé juste une histoire totalement universelle, quelque chose qui a parlé au plus profond de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y a un roman graphique qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Les guerres de Lucas plutôt, qui a été primé. Il me semble qu'il y a eu le prix de la BD France Inter il y a quelques semaines de ça, et qui est une petite merveille pour connaître un petit peu la genèse de ce projet-là qui était vraiment pas gagné d'avance. Il a vraiment lutté contre beaucoup d'éléments. Voilà, je pense que Star Wars, vous pouvez le voir être originaire de n'importe quelle culture, de n'importe quel pays. Il y a quelque chose au fond qui parle à tout le monde. Et quel est le rôle de Spielberg dans cette saga ? Dans la saga Star Wars ? Lucas et Spielberg ont toujours été assez proches et se sont toujours un petit peu auto-conseillés. À l'époque où Lucas tournait les scènes dans le désert en Tunisie pour l'épisode 4 pour Un Nouvel Espoir, Spielberg était en train de mettre en boîte les séquences de rencontres du troisième type. Donc ils ont souvent travaillé ensemble, même de façon plus officielle sur les Indiana Jones, où Lucas était, si ce n'est scénariste, tout du moins arrivé un peu avec les éléments d'histoire et ensuite c'était scénarisé par d'autres personnes. Et il produisait également les films. Je pense pas que Spielberg ait eu vraiment une influence sur le travail spécifique sur Star Wars, mais il a été un grand soutien moral effectivement à l'époque, tout comme les 3 autres personnes qui étaient de cette même promo. Faut quand même pas oublier que Spielberg et Lucas ont commencé leurs études. Il y avait Coppola, De Palma et Scorsese dans les parages. Voilà, comme une sacrée promo, on va dire. Ils ont tous bien réussi. Ouais, ils ont bien réussi. Je reviens au film pour lequel vous êtes ici, finalement, c'est L'Aventure intérieure. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit et qui m'avait fasciné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste? Moi, L'Aventure intérieure, je l'ai découvert sur le tard. Et j'avais déjà vu Le Voyage fantastique à l'époque, dont il s'inspire, on va dire. C'est pas une parodie à proprement parler, c'est peut-être un peu une satire de cette science-fiction des années 60 qui était encore une fois très empreinte de la guerre froide, de ces histoires d'espionnage, des histoires de traîtres. Et c'est vrai que quelque part, L'Aventure intérieure, il s'en fiche un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que quand on regarde les séquences de miniaturisation du Voyage fantastique, on est dans un univers très aseptisé, les labos sont blancs immaculés, il n'y a pas un bruit, tout le monde est en blouse, tout est bien rangé. Et dans L'Aventure intérieure, comme dans beaucoup de films de Joe Dante, c'est un bordel sans nom. D'ailleurs, il y a le personnage du scientifique qui est en charge du projet, qui essaie de retrouver la puce qu'il faut absolument mettre pour permettre la miniaturisation, et puis il tombe sur un travail qu'aurait dû lui rendre son collaborateur il y a des mois qui traîne là. C'est un peu un joyeux bordel. Moi, c'est vrai que j'ai découvert ça sur le tard. Je trouve le film plutôt chouette, un petit peu daté années 80, comme beaucoup de ses productions de l'époque. C'est d'ailleurs une production Spielberg, et on retrouve cette idée de bordel généralisé, en fait, qu'on peut retrouver même dans E.T., les Goonies. Tous ces films-là sont très empreints un peu de la même identité, je trouve.
Mais après, au niveau des effets spéciaux, c'est bluffant. Voilà, les équipes de Dennis Muren, d'ailleurs, ont été récompensées d'un Oscar, me semble-t-il, pour le film. Et pour le comparer un peu au Voyage fantastique, qui est arrivé 20 ans auparavant, où pour figurer l'intérieur d'un vaisseau sanguin, en fait, on fait évoluer les personnages dans des espèces de couloirs. On a juste tendu des espèces de toiles où on a dessiné à la main des cellules, des globules, des machins. Là, c'est vrai qu'on a vraiment une reconstitution du corps humain qui est plutôt... qui est même très ludique, on va dire. Donc vous le conseillez? Je le conseille, effectivement. Mais je conseille également de le confronter au Voyage fantastique. Voir les deux, c'est riche d'enseignements. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. On va changer maintenant un petit peu de sujet, revenir à quelque chose de plus concret, on va dire. Les Américains annoncent leur intention de retourner sur la Lune. Oui. Pourquoi quelque chose qu'ils sont déjà parvenus à faire il y a 45 ans, en 1969, avec une technologie bien moins avancée, semble aussi complexe aujourd'hui? C'est une très bonne question. Il y a une série qui s'appelle For All Mankind, qui a été créée par Ronald D. Moore, que vous connaissez peut-être pour avoir relancé Battlestar Galactica il y a quelques années de ça, qui s'intéresse en fait à ce qu'on appelle une uchronie, en fait, c'est-à-dire qu'on prend un moment de l'histoire et puis on change un élément pour partir dans une toute autre direction et voir ce qui se serait passé, et qui imagine les Russes mettre le pied sur la Lune en premier avant les Américains. À partir de là, les Américains veulent surenchérir et la course à l'espace ne s'arrête jamais. En fait, si vous voulez. Et on arrive beaucoup plus tôt à construire une base. Enfin, d'ailleurs, on n'a pas construit de base encore sur la Lune. Hein. Enfin, à moins qu'on m'ait pas prévenu. Mais voilà, assez rapidement, on construit une base sur la Lune qui permet ensuite de pouvoir aller très vite coloniser Mars dans les années 90. Enfin voilà. Donc cette série-là qui est en cours de diffusion sur Apple TV. Imagine ce qui se serait passé si la course à l'espace avait continué. Parce qu'effectivement, nous, dans notre véritable temporalité, elle s'est arrêtée du fait que les Américains y soient allés en premier. Je pense que ça a correspondu à une certaine soif à l'époque de montrer que les Américains étaient... Enfin, un besoin de montrer que les Américains étaient supérieurs aux Soviétiques. Il y a quand même quelque chose d'assez dingue, c'est que on ne peut qu'imaginer aujourd'hui l'impact que les images de l'alunissage ont pu avoir sur les gens. Mais quelques années plus tard, quand on voit ça dans Apollo 13, c'est une séquence qui est assez chouette, où une émission en prime time aux États-Unis montre le quotidien des astronautes à bord d'Apollo. En fait, plus personne ne regarde. Je veux dire, Apollo 11 a aluni et Apollo 13, déjà tout le monde s'en fiche. Et je pense en fait c'est ce désintérêt du public qui a fait que, les coûts et les risques qui ont fait qu'au final, effectivement, le programme Apollo s'est terminé plus vite que prévu. Et je pense aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans un film comme L'étoffe des héros de Philippe Kaufman, qu'en fait, on en voyait quand même un peu des gens en casse-pipe. Et qu'à un moment donné, la question de la sécurité s'est posée. Et je pense que dans les années 80, les différents accidents qu'il y a pu avoir, enfin en tout cas la navette Challenger quand elle a explosé en 86, et si je dis pas de bêtises, mais je vais en dire une, j'ai pas retrouvé le nom de la navette qui s'était pareil disloquée à la fin des années 90. Voilà, au bout d'un moment, on a dit on arrête les frais tant que c'est pas totalement sécurisé. Aujourd'hui, on sait que l'espace c'est pas forcément la solution à tout, mais on a une planète qui est quand même mise à rude épreuve. Et si on s'en réfère aussi un petit peu aux récits de science-fiction, qui des fois peuvent anticiper des choses qui pourraient arriver. On sait que la colonisation ou tout du moins l'exploration spatiale pourrait apporter des solutions aussi pour nous sur Terre. Donc je pense qu'il y a à la fois un travail d'image, il y a un travail scientifique qui requiert qu'on y retourne, tout simplement parce que si on arrivait à créer une base lunaire, on pourrait du coup construire des vaisseaux là-bas et les envoyer vers Mars, et ça serait beaucoup moins coûteux que de les faire partir depuis la Terre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui on se dit c'est de la pure science-fiction. D'ici 20 ans, peut-être que ça nous paraîtra tout à fait normal. Après, il y a toujours la question du coup, l'opinion publique n'est plus du tout favorable à ce que autant d'argent soit mis dans la conquête spatiale. Mais ce qui est étonnant, c'est que en 1969, ils y sont parvenus. Et quand on voit des films ou même des documentaires, on a l'impression que c'était presque de la bricole. Oui. Et comment ça se fait qu'avec la technologie actuelle, il semble qu'on n'y arrive pas? L'état d'esprit a changé. Cet esprit pionnier, on pouvait envoyer des gens et puis s'ils revenaient pas, c'était sacrifié pour la bonne cause. Je crois qu'aujourd'hui ça passe. Aujourd'hui et depuis quelques temps, ça passe plus du tout. Ouais. Il faut vraiment envoyer les gens en totale sécurité. Il y a qu'à voir aussi le tourisme spatial. On pensait qu'il se développerait beaucoup plus rapidement et puis au final, on voit qu'Elon Musk a du mal à faire réatterrir ses fusées. Il n'y a pas que la NASA qui galère, je veux dire. Donc forcément, tant que tout sera pas totalement sécurisé,
sécurisé, je pense qu'on mettra du temps à y retourner. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut écarter définitivement la théorie selon laquelle ils n'ont pas marché sur la Lune? Alors, j'ai jamais discuté avec Kubrick à ce sujet, donc je peux pas être certain qu'il n'ait pas tourné les images de l'alunissage. Alors, je vous recommande d'ailleurs un très chouette un documentaire qu'on pourrait appeler un mockumentaire justement de William Carell qui s'appelle Opération Lune. Je confonds toujours avec Objectif Lune CRG, mais là c'est Opération Lune. Un documentaire qui était passé sur Arte il y a une bonne vingtaine d'années de ça, et qui justement expliquait de façon très claire, très simple, comment la NASA avait embauché effectivement Stanley Kubrick pour filmer la scène de l'alunissage au cas où il y a un pépin. Bien sûr, hein, si tout se passait bien, on envoyait les vraies images, mais au cas où il y a une rupture de faisceau, quelque chose, voilà. Et donc on vous explique que comme Stanley Kubrick voulait réaliser Barry Lyndon, qui voulait l'éclairer à la bougie, les caméras de l'époque n'auraient pas réussi à bien prendre la lumière. Mais il se trouve que la NASA avait le matériel, donc quelque part c'était un arrangement mutuel, et il a vraiment tourné ces séquences dans un hangar à Londres. Et vous avez des gars comme Donald Rumsfeld, comme Henry Kissinger en fait, qui jouent qui sont là dans leur propre rôle et qui répondent aux questions des journalistes. Et oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Et pendant 1 heure, vous avez vraiment envie d'y croire. Vous avez beau pas être conspirationniste ou adepte des théories du complot, vous vous dites mais non, en fait ça tombe sous le sens, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et le film est passé sans aucun avertissement en fait sur Arte. Et puis dans la dernière demi-heure, on commence vraiment à avoir des trucs qui sont gros en se disant mais non mais c'est pas possible, mais il a tout inventé. Et c'est assez chouette parce qu'il détricote un petit peu ce qu'il a raconté dans la première heure, et on se rend compte en fait c'est une vaste fumisterie, et que c'est là qu'on voit qu'on peut prendre des images d'archives, mettre une voix off dessus, raconter n'importe quoi. Et il y a eu un débat très houleux en fait en plateau juste après le passage de ce documentaire où des gens s'étaient dit mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui zappe sur Arte, qui voit ça, qui rate pas jusqu'au bout et qui il va se dire bon ben ça accrédite effectivement les théories du complot. C'était assez chouette. Donc oui, bien sûr qu'on y est allé, on a ramené des échantillons de régolithes, voilà, on sait qu'on y est allé. C'est assez marrant de voir justement les gens qui s'étripent pour dire est-ce que c'est faux, est-ce que c'est bricolé, machin. Mais oui. Je crois que j'avais vu un film sur cette théorie un peu de conspiration. Il y a un film qui est chouette qui s'appelle Capricorn One. Alors c'est celui-là. Ouais, de Peter Hyams, où là pour le coup, pareil, on filme un faux amarrissage. Là pour le coup, c'était les premiers hommes qui devaient arriver sur Mars, et effectivement qui sont traqués par les services secrets après pour ne pas parler, pour ne pas divulguer. Voilà. Alors, des humains sur Mars, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, pour quand? Très très bonne question. À partir du moment où des bases seront construites, à vrai dire, rien n'empêchera une colonie de s'établir. Pour quand il me semble qu'il y a encore quelques années, on imaginait pouvoir y aller pour 2035-2040. Aujourd'hui, avec le retard que prend Artemis, je suis pas certain qu'on soit dans les mêmes délais. C'est très compliqué d'y aller, ça prend du temps, le voyage en lui-même prend du temps. On va pas parler de one-way ticket, mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire que ça serait quand même de l'aller simple. Oui. Pour pas mal de colons. Voilà, c'est un gars comme Thomas Pesquet qui est dans les starting blocks pour aller sur Mars. Je pense que le temps que l'émission se monte, il aura passé l'âge malheureusement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est plausible, mais... Disons une génération humaine. Oui, facile, peut-être même un petit peu plus. Ouais. Et puisqu'on parle de génération, l'immortalité, on dit que certains y travaillent, vous y croyez, et c'est pour quand? Ben ça c'est pareil, c'est un sujet qui est beaucoup traité dans la SF, le fait que de manipuler le corps humain pour que les cellules vieillissent le moins possible. Là, dans le cadre des Mycéliades, mais dans un autre cinéma de notre réseau Artec, j'ai présenté Bienvenue à Gattaca vendredi dernier, et c'est vrai que dans cette société qui est gouvernée par l'eugénisme, on travaille également en fait, alors non pas à intervenir sur des êtres humains qui sont imparfaits à la naissance et qu'on essaie de bricoler par la suite pour que ils aient le moins de défauts possible. C'est même avant même la conception et la fécondation qu'on va enlever toutes les prédispositions aux maladies, aux différents handicaps, et en faire des super humains. Et c'est vrai que le personnage qui est joué par Jude Law est présenté comme quelqu'un qui pourrait vivre 150 ans. C'est vrai que c'est pas forcément un thème qu'on voit beaucoup dans la SF. Où en sont les recherches? J'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que la société est pas prête à ce qu'on vive de plus en plus longtemps sans être actif ou quoi que ce soit. Ça risque de poser très très vite un problème. Ouais, je saurais pas jurer de l'avancée des travaux à notre époque là-dessus. Donc ça rejoint aussi le sujet des IA. Ouais. Donc là, où ça va nous mener, selon vous? Parce qu'on peut avoir l'impression un peu de se retrouver au tout début du scénario de Terminator, où les scientifiques œuvrent pour le bien de l'humanité, ils ont l'impression de tout contrôler. Bon, on sait comment ça finit. Selon vous, comment ça se présente pour nous?
Ça se présente pas très très bien, on va dire. Non, mais c'est vrai que voilà, quand on voit un film comme Terminator, comme vous dites, on a l'impression qu'ils ont le contrôle et très vite on se rend compte que non, pas du tout, et que tout ça est totalement inversé. C'est d'ailleurs l'intelligence de Cameron dans le deuxième Terminator que de venir expliquer un petit peu ce qui a pu se produire et qui est à l'origine de l'histoire du premier. D'ailleurs, un peu d'autopromotion à la fois pour les Mycéliades et pour Hypermonde, mais toujours dans le cadre des Mycéliades cette année, on accueille une projection de Terminator à Utopia le jeudi 8 février. Et les intervenants seront notre présidente Natacha Vazdair et notre vice-président Nicolas Rougier qui vont parler d'intelligence artificielle, aussi bien dans la littérature de SF que les avancées actuelles et les potentielles dérives qui sont déjà en train d'arriver. J'en reviens à 2001, c'est quand même assez dingue de se dire que il y a presque une soixantaine d'années, on se posait déjà ces questions sur ces entités qu'on crée pour être au service de l'homme et qui, au final, en devenant elles-mêmes conscientes, peuvent prendre totalement le contrôle et puis lutter pour leur propre survie. Oui, moi, c'est pas des choses qui me font rêver personnellement. L'intelligence artificielle a même tendance à me faire flipper. Moi, je suis pas serein là-dessus. Surtout quand on voit en parallèle comment se développe tout l'aspect robotique. Donc on peut se dire que si on associe l'IA à cette robotique ultra performante, ça peut faire peur. Ça peut vite déraper. Effectivement. Voilà. Donc espérons que non, mais c'est vrai que là-dessus, malheureusement, la science-fiction, encore une fois, arrive à voir un peu à l'avance ce qui peut arriver. À trop nous alerter, ce soit justement le meilleur moyen qu'on fasse attention et qu'on se laisse pas déborder. Mais bon, peut-être que déjà tout est écrit. J'espère que non. Alors les bibliothèques, sont-elles un lieu de ressources pour vous ? Oui, complètement. Assez souvent, je fais des découvertes en bibliothèque. Je lis principalement de la SF, je suis pas très curieux des autres genres, c'est peut-être un tort, mais bon voilà, encore une fois, pour moi la lecture c'est vraiment quelque chose qui est censé... si je lis pour voir mon quotidien, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais effectivement, oui, gamin, passer ma vie en bibliothèque, à dévorer BD, bouquins, à me faire emprunter par des personnes majeures des ouvrages qui n'étaient pas forcément faits pour mon âge. J'avais envoyé ma grand-mère au casse-pipe pour aller emprunter à Stephen King que j'avais pas du tout le droit de lire à l'âge auquel je voulais le lire, mais j'y passe encore pas mal de temps. Et vous avez une recommandation pour nous en lecture de science-fiction ? En lecture de science-fiction, le dernier cycle que j'ai terminé, Terra Ignota de Ada Palmer, qui est une universitaire qui est professeure d'histoire à Harvard et qui en fait a imaginé une société, alors encore une fois, il me semble qu'on est au 23e siècle, une société dans laquelle les nations n'existent plus, où les gens se regroupent par affinité dans ce qu'on appelle des ruches. Vous avez les ruches humanistes, vous avez les ruches, je crois qu'il y a la ruche européenne, il y a la ruche olympique, de gens qui sont très investis dans le sport. Enfin, voilà, il y a 7 ruches au total, là, j'ai pas réussi à toutes les retrouver. Et en fait, elle imagine une société où le genre a disparu, beaucoup de choses en fait qui font qu'on n'est plus du tout dans notre époque, et c'est le moment où l'esprit des Lumières revient. L'esprit des Lumières avec tout ce que cela comporte, y compris le libertinage, y compris l'hypersexualisation, on va dire, et tout d'un coup, il y a une espèce de choc des mondes qui se produit. Les 2 premiers tomes, en fait, racontent des événements qui se passent sur 7 jours. C'est d'une érudition absolument folle. Il y a énormément de références qui sont convoquées, à la fois aux philosophes. Il y a tout un tome, en fait, où c'est Voltaire qui est là. En fait, il y a même un des personnages qui se fait appeler comme ça. C'est absolument irracontable, donc c'est très bien que j'ai choisi cet exemple. Il y a 5 tomes au total qui sont parus. C'est paru au Bélial, et c'est vrai que c'est une entreprise qui peut déconcerter de prime abord de par son statut fleuve et l'impression de se dire mais je vais pas tout comprendre, je connais pas tout, j'ai pas tout lu, et au final on se laisse prendre et c'est vraiment plutôt chouette. Voilà. Et pour faire le lien donc entre littérature et cinéma, que pensez-vous des dernières adaptations de Dune ? Denis Villeneuve, il y a des choses que j'aime bien dans son cinéma, d'autres un peu moins. Un film comme Premier Contact, pour moi, c'est juste génial. J'ai vraiment adoré ce film. Blade Runner 2049, j'ai vécu 2049. Pour moi, ça aurait pu être le nombre de minutes que durait le film. C'était à peu près ça. Dune, premier volet. J'avoue que pendant les 2 premiers tiers du film, je me suis dit c'est chouette, il y a du rythme, on s'ennuie pas trop. Et puis au final, le dernier tiers m'a un peu moins emballé. On sent quand même clairement qu'on est encore une fois sur un épisode introductif et que c'est dans le 2e volet que ça va vraiment partir. C'est sûr que c'est une entreprise qui est très très dure à mener, même sur 2 films de 3 heures, c'est assez compliqué. On voit que l'adaptation de Lynch a été très très compliquée. À l'époque, juste avant celle-là, c'était Jodorowsky qui avait essayé de faire son Dune et il n'y était pas arrivé. Il y a une mini-série qui avait été commandée par HBO, si je dis pas de bêtises, au début des années 2000, qui s'en sortait
sortait plutôt pas mal, mais sans les moyens dont peut bénéficier Villeneuve aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant de voir cet univers revenir au cinéma. Donc j'attends le deuxième avec curiosité, on va dire. Voilà, il sort à la fin du mois, on l'aura à Saint-Médard-en-Jalles, on l'aura dès la sortie nationale, et voilà, on a même la possibilité qui nous est offerte par le distributeur de proposer la veille de la sortie ce qu'ils appellent un semi-marathon, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de repasser le premier en salle et de passer le second en suivant en avant-première. Donc ça sera l'occasion pour ceux qui voudront le rattraper ou le revoir sur grand écran, parce que c'est vrai que là pour le coup la salle de cinéma est l'écrin parfait pour ce type de film. Et je crois que c'est pour cette raison l'idée que le premier épisode est toujours un peu plus lent, que Lucas avait décidé de tourner en premier le 4. C'est ça. C'est bien ça. Ouais, il avait effectivement en tête l'intrigue des 3 premiers, donc de ce qu'aujourd'hui on appelle la prélogie, et qui voulait arriver effectivement directement dans l'action. Une dernière question. Oui. Alors là, on parle plus spécialement de cinéma, mais si vous voulez, vous pouvez rester dans cet univers. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. 3 choses que j'aime et 3 choses que je n'aime pas. C'est une très très bonne question. Je me considère plus comme cinéphage que cinéphile, et ça fonctionne un peu pour tout ce qui a trait à la culture. Donc je m'intéresse beaucoup à la musique également. J'ai la chance de partager ma vie avec une musicologue qui m'a fait découvrir beaucoup de choses dont j'ignorais pas forcément l'existence, mais je connaissais très très mal. Répertoire baroque, répertoire renaissance, ce genre de choses. Donc oui, c'est vrai que très intéressé par la musique, donc la littérature, le cinéma également. Voilà. Dans la culture, je me restreins pas trop. Et des choses que je n'aime pas, je me suis jamais préoccupé de savoir ce que j'aimais pas en fait, on va dire, parce que du coup je passe pas beaucoup de temps sur ces choses-là, c'est pas on va dire. Donc il y a pas grand chose que je déteste foncièrement, on va dire. D'accord. Donc voilà. C'est une réponse. Ouais. Mais merci beaucoup. De rien, merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.